Alors venons-en maintenant à quelques grands noms des études méroïtiques, après avoir vu quels étaient les problèmes posés par cette langue. Commençons évidemment à tout seigneur, tout honneur, par le déchiffreur de l'écriture méroïtique, Francis Cloudin Griffiths. Donc Griffiths est d'origine galloise, comme le montre le très beau double L de son deuxième prénom. Il est devenu, assez tardivement d'ailleurs, professeur d'égyptologie à Oxford, en récompense des incroyables services qu'il a rendus à la science égyptologique. Non seulement, effectivement, il a déchiffré l'écriture méroïtique, mais il avait auparavant travaillé avec grand succès sur le démotique, dont il est vraiment un des pères fondateurs des études démotiques. Et puis c'est lui également qui a donc déchiffré l'écriture démotique particulière qui était utilisée en Haute-Égypte et qu'on appelle hiératique anormal, abnormal hieratic. Donc Griffiths consacra seul malheureusement qu'une toute petite partie de sa vie au méroïtique. On lui confia donc en 1907 des textes issus des nécropoles d'Areika, comme vous voyez ici, mais également de Karanok et de Chabloul, hein, donc des nécropoles qui se trouvent pas très loin d'Abou Simbel, donc en Haute-Égypte, mais vraiment en Nubie égyptienne. Et 2 ans après, il était capable de procéder à un déchiffrement partiel qui est publié dans Areika en 1909. Mais c'est surtout dans la publication des textes de Karanok en 1911 qui donne un aperçu complet du déchiffrement des deux écritures méroïtiques. Nous y reviendrons. Donc, il s'agit de la cursive et de l'hiéroglyphique. Et puis, il donne bien plus que cela. Il réussit à comprendre certains aspects de la syntaxe, du vocabulaire, et pas seulement d'ailleurs les emprunts à l'égyptien, hein. Donc c'est un travail absolument remarquable, réalisé en finalement un petit nombre d'années, hein, et sur lequel malheureusement il ne pourra revenir que un petit peu de temps en temps. Les études égyptiennes, démotiques, la publication du JEA, ayant monopolisé l'essentiel de son temps. Donc après un épisode avec un personnage dont je parlerai, Tsuchlars, qui a fait plutôt reculer le déchiffrement que l'avancer, nous arrivons à Fritz Hinze, qui est représentant et fondateur de l'école est-allemande des études méroïtiques, une école extrêmement fructueuse, centrée autour de l'université Humboldt et qui existe encore aujourd'hui. Donc cette école est-allemande va permettre de nouvelles avancées dans la compréhension du méroïtique. Il se travaille notamment sur tout ce qui est structure grammaticale. Et en 1979, il publie les Beiträge zur méroïtischen Grammatik, qui est donc son ouvrage le plus abouti sur la grammaire méroïtique. En revanche, il utilise des méthodes, bon, c'est essentiellement de la linguistique distributionnelle, assez proche de la linguistique, donc de la linguistique générative de Chomsky, où on cherche essentiellement à comprendre des structures en mettant de côté la traduction. Alors vous comprenez qu'effectivement pour le méroïtique, la traduction étant véritablement l'urgence absolue, les collègues méroïtisants de Hinze n'ont pas accueilli ce livre avec une immense joie, hein. De manière générale, on a trouvé que l'apport pour la compréhension du méroïtique était faible. Mais en revanche, Hinze a véritablement permis que soit comprise au moins la syntaxe des groupes nominaux, qui sont extrêmement importantes, et des phrases non verbales, qui est extrêmement importante pour notamment les épitaphes méroïtiques. Parallèlement à Heinze, et ayant travaillé un petit peu plus tard que lui, jusque dans les années 1990, Inge Hoffmann, qui était une Allemande qui a pris la tête donc, du département d'égyptologie à Vienne, a publié un nombre incroyable d'articles et de monographies sur le méroïtique, avec un travail qui est un peu dans la lignée de Hinze, c'est-à-dire
une importance considérable accordée aux structures des phrases, comme nous le retrouvons ici dans son ouvrage publié en 1981, Material für eine mérotische Grammatik, mais avec un petit peu plus d'attention à la traduction, un petit peu moins de rigidité peut-être dans l'ensemble de son approche théorique, et qui correspond sans doute mieux finalement à ce qui est nécessaire pour véritablement progresser vers le déchiffrement complet de la langue. L'école française s'est réveillée un petit peu tard avec Jean Leclan, qui, avec Vercouter, est le premier à avoir introduit les études soudanaises en France, la France ayant été, depuis Champollion, évidemment focalisée sur l'Égypte elle-même. Jean Leclan, donc, d'André Heller, lança le d'épigraphie méroïtique qui recueillait tout l'ensemble des inscriptions qui avaient été publiées parfois dans des revues introuvables. Ici, il s'agissait de fournir un catalogue raisonné avec bibliographie, illustration, etc., de l'ensemble des textes méroïtiques. Il y a à peu près 1 millier qui y sont répertoriés. Euh, donc l'aventure a duré assez longtemps avec de nombreux rebondissements, mais à partir du moment où mon collègue Claude Carrier s'est occupé de cette publication, les choses ont avancé vite. Et en 2000, nous avons pu donc offrir au professeur Leclan pour son 80e anniversaire cet ouvrage qui doit être continué d'ailleurs, puisque pour l'instant, il s'agit en fait, comme je vous l'ai dit, que d'un catalogue raisonné. Et d'autre part, de nombreuses inscriptions ont été publiées depuis. Alors, un des grands problèmes que pose le déchiffrement du méroïtique, c'est la position linguistique elle-même du méroïtique. Nous avons vu que dans le cas de l'étrusque, par exemple, le fait que la langue ne puisse être attachée à aucun groupe connu a profondément entravé le déchiffrement, et aujourd'hui encore, l'étrusque est dans une situation de déchiffrement de l'étrusque patine depuis de nombreuses années. Alors cette position linguistique du méroïtique a été dès le début un enjeu. Donc quand Griffiths déchiffre donc l'écriture et les premières inscriptions funéraires méroïtiques de Karanok, il s'intéresse tout de suite au vieux nubien. Nous avons vu que le vieux nubien est donc la langue du Soudan médiéval, des royaumes, plus exactement du royaume du Nord, hein, de la Nobadia. Eh bien, l'idée qu'a eu Griffiths au départ, c'était que le vieux nubien était peut-être, par rapport au méroïtique, ce que le copte était par rapport à l'égyptien ancien. Donc une forme récente de la langue. Mais il dut très très vite déchanter, notamment après avoir passé un temps considérable sur les inscriptions vieilles nubiennes, qui a donné un livre donc en 1913 sur le vieux nubien, qui est resté très très longtemps une référence dans le domaine. Eh bien, pour lui, il est frappé tout de même par des petites choses du genre des verbes de parenté. On trouve deux verbes en méroïtique signifiant engendrer et enfanter, l'un pour le père et l'autre pour la mère. Alors qu'en vieux nubien, et en nubien de manière générale, du bien du Nil du moins, on trouve un seul verbe et qui ne ressemble pas du tout au verbe méroïtique. En fait, si à son époque les Nubiens, les dialectes nubiens parlés dans le Darfour et le Kordofan avaient été connus, eh bien, il se serait aperçu que au moins un des deux verbes méroïtiques avait des cognats en nubien. Mais bon, à ce moment-là, ce n'est pas le cas. Tout cela n'était pas connu et Griffiths a donc considéré que le méroïtique présentait des tranches d'analogie tout de même, notamment grammaticales avec le nubien, mais qu'on ne pouvait pas considérer effectivement que le nubien, le vieux nubien, était le descendant du méroïtique, en quoi il avait raison. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure, après peu de temps avant la mort de Griffiths, paraît en 1930 un article par un linguiste autrichien appelé Ernst Schlarz sur le méroïtique. Ce premier article présente déjà un certain nombre
de problèmes, hein, et il tente à essayer de démontrer que le méroïtique appartient à la famille des langues qu'on appelait hamitiques autrefois, qu'on appelle couchitiques aujourd'hui, c'est-à-dire des langues qui vont depuis l'Égypte jusqu'à la Corne de l'Afrique, comme le Bedja, comme le Somali, l'Oromo, voilà, tout ça, ce sont des langues dites couchitiques. Et d'ailleurs, si elles sont appelées couchitiques, c'est parce que pendant très très longtemps, on a pensé que le méroïtique qui était la langue de Couche, était la plus ancienne de ces langues couchitiques. Alors cette position l'a conduit véritablement à entraîner les études méroïtiques, dont on était quasiment le seul représentant pendant une trentaine d'années, hein, à entraîner le méroïtique sur une fausse piste. Euh, le premier article que nous voyons est encore assez prudent, mais par la suite, il va multiplier les attributions erronées, inventées à partir de on ne sait quel texte méroïtique, des termes qui n'ont jamais existé, etc. Et lorsque un nouveau venu, Hinze, lui opposera donc un premier article en 1955, considérant qu'on ne pouvait pas on pouvait pas placer le méroïtique dans la famille afro-asiatique comme le faisait Ernst Suchlars. Suchlars va réagir de manière extrêmement agressive dans plusieurs articles, surenchérissant jusqu'à imaginer que le méroïtique était une langue sémitique. Donc, Hinze, nous retrouvons une attitude qui est beaucoup moins assurée, hein. Hinze a une position agnostique en fait par rapport à cette origine du méroïtique. Il dit qu'on n'en sait pas encore assez. Il est comme Hinze, comme Griffiths, il est frappé par les similitudes qui peuvent exister dans la grammaire entre le nubien et le méroïtique, d'autant plus qu'il a travaillé sur le nubien lui-même. Euh, mais tout cela peut être considéré comme des ressemblances accidentelles. Par exemple, le turc, la grammaire, la syntaxe du turc, qui est une langue du même type, une langue donc dite agglutinante, présente des similitudes relativement importantes avec le libyen et le méroïtique. Or, on sait très bien que ces langues ne sont pas de la même famille, hein. Donc il peut exister des ressemblances typologiques qui ne sont pas des ressemblances généalogiques.